Mon général, mesdames, messieurs, bonjour à vous. Je suis l'ingénieur en chef de l'armement Laurent Viès de la DGA, actuellement directeur adjoint de l'unité de management Espace Système d'information opérationnelle, qui traite entre autres de l'opération Artemis, qui vous sera présentée plus tard. Antérieurement, j'étais responsable du pôle technique numérique de la DGA, qui a notamment créé le métier Data Science et Intelligence Artificielle pour faire le lien avec le colloque d'aujourd'hui. Alors tout d'abord, en préambule, je ne vous parlerai pas d'IA. Beaucoup d'autres vont le faire après moi, donc il n'y a pas de souci à ne pas en parler tout de suite. On laissera le temps de le faire. Et puis, je parlerai indistinctement des données élémentaires, de l'information, donc l'information, données contextualisées, de la connaissance, c'est-à-dire j'ai compris ce que voulaient dire ces informations par rapport à ma question, et le Graal de l'intelligence artificielle. Alors la question qui est posée, c'est le pourquoi des données et en quoi elles sont capitales. Alors la question peut sembler complètement évidente, que ce soit sur le champ de bataille, dans sa vie quotidienne, pour une entreprise, pour n'importe quelle activité, même pour une bactérie. Avoir des informations, c'est absolument indispensable. Ça nous permet de savoir pour comprendre, comprendre pour agir et pour agir efficacement. Donc ensuite, il faut tout d'abord commencer par acquérir ces données. Et ces données, elles peuvent avoir un sens différent en fonction de la question qui est posée. Une même donnée peut avoir une importance pour vous, mais pas pour moi. Ou peut avoir une importance dans une situation et pas dans une autre. Je vais vous donner un exemple. Je roule à 80 km/h sur une route. Je roule à 80 km/h sur une route, sur une grande route, en pleine journée, où il fait beau, où tout se passe bien. Versus je roule à 80 km/h sur une route glissante, le soleil est en train de se coucher, je vois devant moi un enfant qui joue avec un ballon au bord de la route et qui n'a pas l'air de faire très attention à ce qui se passe autour de lui. Ce n'est pas le même contexte et je peux agir différemment dans les deux cas et pourtant à la base j'ai bien la même information. Alors je ne vous parlerai pas non plus de truismes tels que les données, le nouveau pétrole de la société de connaissances, etc. Il y a d'excellents articles qui le font, je vous renverrai vers eux. Je vous propose plutôt de nous interroger sur ce qui fait l'intérêt des données. Et ce sera un petit peu le pourquoi. Et ensuite de balayer les différents types de données qui sont indispensables au capital du point de vue des opérations militaires. Et dans cet ensemble de données, quand même, pour rester dans le thème de ce colloque, on devrait y trouver quelque chose qui nous permettra ensuite d'alimenter toutes les différentes techniques d'intelligence artificielle, donc pour ensuite pouvoir leur donner une valeur et une utilité militaire. Alors, tout d'abord, on va s'interroger, et merci Michael pour ton introduction, parce que je vais me raccrocher sur tes 4 V, notamment au premier V qui est le volume. Est-ce que finalement, toute cette quantité d'informations qui est générée ne nous permet pas d'accroître la qualité de notre compréhension de la situation? Donc à l'heure du big data, ça pourrait être évident. Plus j'accumule des données, plus j'accrois la qualité du résultat. Eh bien, ce n'est pas toujours aussi vrai que cela. Je vais vous ramener au champ des statistiques élémentaires. Donc là, on n'est pas encore dans l'intelligence artificielle, voilà. Mais je vous rassure, hein, la plupart du traitement des données qu'on fait, à la fin, c'est quand même sur un tableur Excel, à faire des opérations assez élémentaires. Et quand on fait déjà une opération de moyenne, on est déjà dans les statistiques quasi avancées, hein. Alors si on reste dans le champ des statistiques classiques et qu'on fait un tirage aléatoire au sein d'une grande population et qu'on veut avoir un niveau de confiance, disons 99% de chances que l'échantillon auquel je vais poser une question répond comme l'ensemble de la population, eh bien, alors je vous ai fait le calcul, hein, ne vous en faites pas. Si je prends une population de 100 000 personnes pour ce niveau de confiance de 99%, eh bien il me faut un échantillon minimal de 660 personnes. Maintenant, si je veux passer de 100 000 à 1 million, donc je fais x10 sur la population dans laquelle je vais tirer cet échantillon, eh bien, je n'ai besoin que de passer de 660 à 664 personnes tirées réellement au hasard pour espérer qu'ils se comportent à 99% comme l'ensemble de la population. Donc on voit, on fait x10 sur une population, et pourtant le niveau de confiance qu'on peut avoir dans l'échantillon, dans la représentativité de l'échantillon, il suffit de l'augmenter de 1%. Donc, plus n'est pas toujours mieux. Un autre exemple qui va parler, je pense surtout aux anciens, dont je fais malheureusement maintenant partie. Donc avant, mes anciens encore, les anciens avant moi, ils n'avaient pas de messagerie. Ils n'avaient pas de messagerie électronique, ils n'avaient pas de traitement de texte, rien de tout ça. Et pourtant, on a quand même envoyé des hommes sur la Lune, et en plus, on les a ramenés. On a pu faire la force de dissuasion nucléaire, etc. Ce sont tous ces outils. Eh bien, nos anciens donc réfléchissaient avant d'écrire. C'est la grande différence avec nous.
Nous, maintenant, que faisons-nous? Nous reprenons un document, nous faisons beaucoup de copier-coller, et finalement, on se retrouve derrière avec des documents qui sont sans cesse plus volumineux, souvent sédimentés, c'est-à-dire en fait, on a repris un document, on n'a pas toujours contextualisé par rapport à notre question. On l'a repris, on a rajouté des choses, on a fait de la fusion de documents, etc. On a sédimenté de l'information, et pourtant, on a sans doute noyé l'information utile. Quand nos anciens écrivaient à la main ou à la machine à écrire, ça prenait beaucoup plus d'efforts pour le faire, et donc on réfléchissait avant, une fois de plus. Alors, on n'est pas non plus des nouveaux Alexandre Dumas payés à la ligne, etc., mais on a parfois l'impression que plus le document est volumineux, plus ce que l'on dit aura du sens et est pertinent. Et pourtant, ce n'est pas nécessairement la réalité des choses. Alors, la seule information utile qu'on peut avoir dans ces documents sédimentés, finalement, c'est qu'avec les ruptures de style, avec les ruptures de rectitude orthographique, ça nous permet à peu près de savoir à quelle génération appartient la personne qui a écrit tel ou tel paragraphe, ce qui est déjà une information en soi. Après, bon, si on prend les essais de Montaigne, finalement, et qu'on le met en format texte non enrichi, je pense qu'en quelques centaines de kilooctets, on doit pouvoir avoir l'ensemble de ces essais. Une centaine de kilooctets, enfin quelques centaines de kilooctets, c'est bien moins qu'une page de blog où on exprime sa vie, tout comme Montaigne, mais sans doute pas du tout avec la même pertinence et avec la même utilité. Donc voilà, conclusion partielle, la quantité ne fait pas nécessairement la qualité, donc l'un des TEV. Alors après, je reprends, je te remercie, on ne s'est pas coordonné, mais je reprends la véracité cette fois-ci. Alors est-ce que la quantité fait la vérité? Finalement, on se dit, plus on accumule de données, plus on a des chances quand même de trouver quelque chose de vrai. Eh bien, alors là, donc dans cette règle des 4V, maintenant on a 5V, 7V, 11V, j'ai perdu le fil après. Hein. On a stimulé l'inventivité, j'en étais resté à 11 pour l'instant. Donc si on reste là-dessus, donc volume, variété, vélocité et véracité, regardons cet aspect de véracité. Alors, je vous ramène à une petite illustration historique, l'opération Fortitude pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'était une opération de désinformation qui visait à faire croire aux Allemands qu'était stationné un groupe d'armées au large de Calais. On avait mis le général MacArthur à sa tête. On générait du trafic radio. On avait mis des faux chars, des faux avions gonflables, etc. pour que lors des opérations de reconnaissance adverses, on croit qu'il y avait sur ce territoire-là tout un groupe d'armées stationné pour aller débarquer à Douvres. Eh bien, donc l'opération de désinformation visait juste à faire accumuler de plus en plus de données crédibles à l'adversaire pour lui faire croire à quelque chose. Donc là, c'est cet effet d'accumulation d'informations qui a permis de leurrer l'adversaire. Donc beaucoup de données accumulées qui vont dans le même sens ne veut pas nécessairement dire qu'on est en train de mieux étayer la vérité. On est peut-être juste en face d'une opération de désinformation. Un autre exemple, c'est une étude qui a été sortie par le MIT il y a maintenant quelques années, ça doit être à peu près 2 ans, dans la revue Science, qui a montré qu'une information vérifiée se propageait dans un groupe Twitter 6 fois moins rapidement qu'une information, qu'une fake news ou qu'une rumeur, surtout si cette rumeur était basée, alors je vais citer, sur la peur, le dégoût ou la surprise, les sentiments les plus élémentaires. Donc, une information fausse se répandra donc 6 fois plus vite qu'une information vérifiée. Et une fois qu'elle a été diffusée à un groupe, elle se répandra dans d'autres groupes. Donc il y a un effet d'avalanche, de cascade derrière qui fait que les fake news vont être beaucoup plus diffusées, beaucoup plus reprises que des informations dûment vérifiées, étayées, dont la véracité aura été établie. Donc ce qui veut dire que si on se base simplement sur l'occurrence d'une information, eh bien on va beaucoup plus sélectionner des rumeurs, des fake news, que des bonnes informations, des informations véridiques sur lesquelles on pourra réellement s'appuyer. Et je ne suis pas sûr donc, que cette étude qui date d'il y a maintenant à peu près 2-3 ans soit démentie quand on voit un petit peu tout ce qui s'est passé autour des élections américaines notamment, ou autour du débat sur les vaccins en France, où maintenant plus de la moitié de la population qui réclamait à corps et à cri des vaccins il y a encore quelques mois, dit maintenant que finalement elle n'a pas confiance et ne souhaite pas se faire vacciner, puisque tout ça est sans doute l'objet d'une grande manipulation. Alors maintenant, je me demandais, est-ce que la quantité fait l'utilité? Alors plus j'accumule des données, plus ça va être utile pour la décision et l'action. Alors en fait, le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'accroît de manière substantielle et je ne vois pas d'inversion à court terme. Nous souffrons tous d'infobésité. Et cette infobésité menace de manière morbide l'action.
Alors, il n'y a pas encore de calcul d'indice des médias cumulés, une forme d'IMC, c'est un sujet sur lequel je ne me lancerai pas d'ailleurs, à titre personnel, mais on en voit bien les conséquences actuelles, c'est qu'on est complètement noyé sous l'information, on a de plus en plus de mal à détecter l'information pertinente, celle qui va nous permettre de comprendre et d'agir de manière éclairée. Bon, par contre, pour nos amis militaires des forces, l'avantage, c'est que grâce à la situation récurrente de nos systèmes de communication par satellite, on épargne au théâtre le fait d'être trop sous micromanagement du niveau stratégique, qui voudrait demander sans arrêt une remontée d'informations des pods, du viseur, du char, etc., etc. Donc, comme il n'y a pas la possibilité technique de le faire, ça vous empêche quand même d'être sous le joug du niveau stratégique. Donc, de temps en temps, ne pas pouvoir diffuser une information permet sans doute d'augmenter leur utilité et de laisser le temps aux gens de faire leur travail. Bon, alors une autre illustration qui est elle aussi déjà ancienne, c'était pendant la première guerre du Golfe. Les généraux qui devaient participer à l'opération étaient tous passés dans une grande simulation, un grand exercice d'entraînement. Et donc on leur avait fait répéter un petit peu l'invasion. Et plusieurs généraux s'étaient laissés prendre au jeu de l'information, du toujours plus d'informations. Donc en fait, ils attendaient toujours l'information suivante avant de décider, avant de lever un petit peu plus le brouillard de la guerre. Donc ils étaient drogués à l'information. Et l'information, du coup, annihilait complètement leur capacité à décider en temps voulu. Avoir une bonne information, mais trop tard, souvent est particulièrement inutile. Et vouloir lever le brouillard de la guerre jusqu'à atteindre la vue de Dieu, celle où on sait tout et on comprend tout, est sans doute un Graal complètement inatteignable. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire également ? Donc, en fait, synthèse partielle, pour moi, le problème, ça devient, avec toutes ces données, comment ne pas noyer le décideur sous l'information, donc le commandant de l'opération, le chef tactique, par exemple, même s'il y en a de plus en plus, lui doit être épargné de ce volume de données pour avoir les données de synthèse. Et donc, derrière, le problème devient comment mieux élaborer les données de synthèse à sa destination. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille, et que l'intelligence artificielle doit produire des effets utiles pour justement produire ces données de synthèse et permettre au chef de ne pas être saturé, de pouvoir décider en connaissance de cause. Donc ce qui fait la valeur des données, c'est quelque part sa valeur métier, sa valeur contextualisée, adaptée au métier de telle ou telle spécialité. Ce n'est pas d'accumuler des données pour accumuler des données. Quelques informations stratégiques sont suffisantes des fois pour faire basculer l'action. Alan Turing, grâce au décryptage d'Enigma, aura identifié quelques messages qui auront réellement changé le cours de la guerre et sauvé des centaines de milliers, peut-être des millions de personnes à terme. Alors après, donc j'en reviens à la deuxième partie sur les données capitales du champ de bataille. Alors c'est un peu une gageure, parce qu'en fait, toutes les informations peuvent être stratégiques, tout comme n'importe quel caporal peut devenir stratégique également. Une toute petite information peut avoir, par effet papillon, une importance absolument substantielle sur la conduite de l'opération. Donc je vais juste vous dresser quelques cas, quelques tas de données qui peuvent être utiles. Alors, on en a parlé en introduction. La première que je vois, c'est tout ce qu'on peut mettre sous le vocable de la carte, même si la carte ne fait pas le terrain. Alors la carte au sens très très général du terme. De tout temps, c'est une information qui a été utile. Un bâton du sable, ça permettait de refaire une représentation de son espace géographique, de se représenter, de représenter les endroits dangereux, par où on devait passer, les coupures, etc. Donc ce type de données a toujours existé, a toujours été absolument indispensable pour la conduite des opérations. Bon, alors maintenant, évidemment, on a des choses beaucoup plus structurées, beaucoup plus précises, beaucoup plus adaptées, etc. Mais c'est un sujet sur lequel on a sans arrêt des améliorations. Alors maintenant, on va représenter beaucoup plus des données de réseau électrique, des données de réseau d'égout qui peuvent être des vecteurs de pénétration, etc., etc. On tend même maintenant vers une forme de représentation de la géographie humaine, c'est-à-dire d'être capable de pouvoir plaquer sur une carte des informations sur les ethnies, les religions, les densités de population, etc., qui sont indispensables pour maintenant mieux conduire les opérations. Alors là aussi, on a une profusion de données parce que maintenant, en fait, avoir une carte de n'importe quel endroit du monde, il suffit de s'adresser à des opérateurs satellitaires civils qui peuvent produire des informations très rapidement. Donc, on n'en manque pas. Il fut un temps quand même, il y a une dizaine d'années, où les informations qui sont librement accessibles auprès d'opérateurs civils, maintenant, étaient encore classifiées chez nous. Donc on peut voir un petit peu l'accroissement d'informations auxquelles on a maintenant régulièrement accès.
Alors maintenant, au-delà de la seule carte, on rassemble tout ça dans un vocable d'environnement géophysique. On y rajoute la météorologie, l'hydrographie et l'océanographie. Alors la météorologie, c'est également absolument indispensable, ça l'a été de tout temps. Sauf que maintenant, bon, on a évidemment des informations de plus en plus précises sur la météo. Donc tous les 10 ans, on gagne un jour de prévision à peu près. Alors c'est une information importante. Je vais faire encore un petit rappel historique sur le débarquement en Normandie, qui était planifié le 5 juin 1944. Il a été reculé d'un jour et pas de plus qu'un jour, grâce à la connaissance d'une information météorologique de premier plan, c'est-à-dire qu'il y a un simple officier météo qui quand même a fait un bulletin qui a permis à Eisenhower de décider qu'on débarquerait le 6 juin, alors que le 5, il faisait une mer absolument déchaînée. Les Allemands n'avaient pas cette information-là, parce que les Alliés en bénéficiaient grâce à une station météo au large, en Islande. Donc ils avaient un point avancé qui leur a permis de faire cette information, d'avoir cette information-là. Donc en tout cas, les Allemands n'en bénéficiaient pas, et Rommel, devant la mer absolument démontée, s'est dit de toute façon, s'il y a un débarquement, bon déjà c'est probablement pas ici, mais en plus ce ne sera pas aujourd'hui ni demain, vu l'état de la mer. Voilà. Grâce à cette information capitale, on a eu notre débarquement le 6 juin 1944. Ensuite, une information également très utile, c'est le positionnement sur la carte. Donc on rassemble ça sous le vocable PNT, positionnement, navigation et temps. Alors le temps au sens de la référence temporelle n'est pas directement adapté ici, et ça sert juste à se synchroniser, mais c'est dans les mêmes références de GPS ou de Galileo. Donc ces informations-là sont également de plus en plus utiles, c'est même devenu un champ d'opération à part entière, on appelle le NAVWAR, donc la guerre de la navigation, c'est-à-dire dénier à l'adversaire la capacité de savoir se repérer précisément dans l'espace, notamment pour l'utilisation d'armements de précision ou ce genre de choses. Inversement, l'ennemi utilise ce genre de choses pour dénier notre action. Donc, savoir se positionner sur une carte est absolument indispensable. Je coupe un petit peu puisqu'il ne me reste plus que 3 minutes, c'est ça. Donc ensuite, une autre classe d'information, j'ai appelé connais-toi toi-même, c'est-à-dire se connaître soi-même pour une force est absolument indispensable, évidemment, et aussi c'est un truisme, mais il y a de plus en plus d'informations maintenant à remonter, des informations classiques sur la logistique, la capacité de régénération de la force, mais également sur l'état de son système, est-on victime d'une cyberattaque ou ce genre de choses. On génère de plus en plus de volume d'informations qu'il faut maintenant remonter et traiter. Une autre classe d'informations, alors la plus évidente, c'est celle du renseignement. C'est où sont-ils? Donc ça, là aussi, il n'y a absolument rien de nouveau sous le soleil, mais on utilise maintenant de plus en plus d'informations. Tu en as parlé tout à l'heure sur l'hyperspectral, sur le renseignement d'origine cyber, etc. Donc là aussi, on voit le volume d'informations explosées, et c'est une information qui est maintenant relativement publique. Nos services de renseignement, quels qu'ils soient, ont beaucoup de mal à exploiter l'ensemble des données qu'ils recueillent. Le problème n'est plus de collecter de l'information, c'est vraiment maintenant de savoir l'exploiter et d'en tirer de la connaissance. Voilà, alors après, bien évidemment, il y a plein d'autres champs d'information qui sont absolument indispensables, on pourra y revenir. Le traitement automatique des langues, ce genre de choses qui fait massivement maintenant appel à l'intelligence artificielle. Il y a eu un avant et un après intelligence artificielle dans le domaine du traitement des langues, sauf pour celles qui sont d'intérêt pour nous, pour un certain nombre d'entre elles, parce qu'elles sont très faiblement dotées. Elles peuvent être orales, du dialecte, ou faire l'objet de très peu de traductions écrites qui permettraient d'alimenter des algorithmes de traitement d'intelligence artificielle. Donc voilà, donc on a encore un champ qui est un petit peu différent du civil et dans lequel il faut continuer à investir. Donc voilà, en conclusion, j'espère juste avoir attiré votre attention sur le fait que, à l'heure du big data, avoir plus d'informations n'était pas nécessairement toujours signe d'avoir une meilleure compréhension, une meilleure intelligence de la situation, mais qu'il nous fallait au contraire être de plus en plus intelligent, une intelligence humaine pour savoir comment on allait exploiter l'intelligence artificielle pour arriver à avoir des données de synthèse qui permettent la conduite et le commandement des opérations militaires et à ne pas saturer l'ensemble de la chaîne informationnelle, à commencer par le chef, et que dans cette tendance exponentielle des données, eh bien, c'est à nous de savoir comment fournir des systèmes qui vont permettre de faire ce tri intelligent en toute confiance. Effectivement, la confiance est absolument indispensable, tu le disais, Michael, tout à l'heure, pour que derrière, on puisse ne pas saturer les opérationnels et leur permettre de conduire leurs opérations en toute intelligence de la situation. Voilà, je vous remercie.